Dans cette vidéo, je vous présente le résumé de mes notes de cours concernant le chapitre 2 de mes notes de cours, donc le chapitre qui met en relation les grandeurs physiques, la position, le déplacement, la vitesse et l'accélération, tout cela en une dimension. Donc c'est un chapitre qui fait partie de la cinématique, qui fait suite au chapitre 1, à la différence qu'au chapitre 1, on n'avait pas d'accélération. Il faut remarquer que tout ce qui a été vu, ou presque tout ce qui a été vu dans le chapitre 1, continue à s'appliquer. Par exemple, on peut demander de calculer la vitesse moyenne, un concept qui était défini dans le chapitre 1. Même si on a une accélération, on peut calculer une vitesse moyenne d'un déplacement. À l'inverse, quand on voit des formules dans le chapitre 2, souvent ces formules-là auraient pu servir directement pour faire les calculs du chapitre 1, en prenant pour acquis que s'il y a le A dans la formule, au chapitre 1, A valait 0 tout simplement. Je suis maintenant à la première page de résumé pour le chapitre 2. Je vais vous inviter à ouvrir, si vous suivez ce cours de physique avec le livre de Séguin, à ouvrir le livre de Séguin à la page 60 pour voir, pour comparer l'aperçu de la section 1.5 avec ce que je présente dans le présent vidéo. Donc, je vais présenter le contenu correspondant à la section 1.5. Première chose que j'ai mis dans le résumé, contrairement au chapitre 1 où on avait juste la vitesse soit moyenne, soit instantanée, maintenant on a des accélérations, donc je peux avoir une vitesse initiale et une vitesse finale, donc un peu comme on avait vu x initial, x final, on va les identifier comme ça. Souvent on va rajouter parfois, souvent ou parfois, là, le selon x à la fin, fait que ça c'est des vitesses initiales et finales avec signe. Si je n'écris pas le selon x, ça veut dire que je veux tout simplement le module, je parle tout simplement du module de la vitesse initiale ou de la vitesse finale. Évidemment, c'est des vitesses, c'est en mètres par seconde. Je peux m'intéresser à la variation de vitesse. Donc, c'est le delta Vx, vitesse finale selon x, moins vitesse initiale selon x. Et ça peut être positif ou négatif. Je peux avoir une variation positive ou négative. Évidemment, je soustrais des mètres par seconde de mètres par seconde. J'obtiens des mètres par seconde. Et là arrive notre premier nouveau concept, le concept clé dans ce chapitre-là, qui est l'accélération. Première chose qu'on va apprendre à calculer, c'est une accélération moyenne d'un déplacement. Donc, ce n'est pas nécessairement l'accélération réelle que possède l'objet à tout instant. C'est tout simplement une grandeur caractéristique de notre déplacement. On prend le delta Vx divisé par le delta t. Fait que très similaire à la vitesse moyenne. À ce moment-là, c'était delta x divisé par delta t. Un peu comme pour la vitesse moyenne, le plus souvent, je vais essayer d'utiliser la formule où je m'intéresse juste au module de l'accélération. Je continue mon résumé avec quelque chose qui est un peu similaire à ce qu'on a dans le livre de Séguin. Donc, de dire que l'accélération avec signe peut justement avoir deux signes, soit être positive, soit être négative. Une accélération positive, ça implique que l'accélération est dans le même sens que mon système de référence. Une accélération négative implique que je suis dans le sens contraire du sens de mon système de référence. Ce que j'ai ajouté également, c'est l'influence que cela a sur un objet qui possède une certaine vitesse. Donc, il y a 4 situations. La première situation, je vous rappelle, quand je mets en gris avec un trait plein, c'est l'instant 0, si on veut. Donc, un objet qui pourrait ne pas posséder de vitesse et qui est soumis à cette accélération-là, dans le même sens que x, va gagner de la vitesse dans le même sens que x. Évidemment, ça se peut que le problème ne débute pas avec une vitesse de 0, mais que le problème débute que je possède déjà une certaine vitesse. Ce vecteur vitesse-là va grandir si tu es soumis à une accélération dans le même sens. À l'inverse, si par hasard tu possédais déjà une vitesse vers l'arrière et que tu es soumis à une accélération comme ça, souvent dans le langage commun, on va dire qu'on est soumis à une décélération parce que l'accélération est dans le sens inverse de ta vitesse. Je vous rappelle qu'ici, ça représente le point initial, donc ça c'est ma vitesse initiale. Soumis à cette accélération-là, la vitesse va diminuer, peut même se rendre à 0. Et si je continuerais à être soumis à la même accélération, je pourrais même regagner de la vitesse dans l'autre sens après avoir arrêté. Dans les deux cas illustrés ici, on va dire que la vitesse selon x augmente. Ma petite flèche ici là, pour préciser, pour dire que la vitesse selon x va augmenter. Ça peut paraître aberrant parce que c'est sûr que dans la situation selon O, en haut ici, je vois mon vecteur augmenter soumis à cette accélération-là. Donc, le module augmente et il est de plus en plus positif. Si nos carrés correspondent à des vraies valeurs, si j'ai 1 mètre par seconde, je suis rendu à 2 mètres par seconde, puis là, je suis rendu à 3 mètres par seconde. Donc, on voit que le module augmente et que le Vx augmente. Évidemment, si mes points ont été dessinés toujours une seconde plus tard, on voit que plus que ma vitesse augmente, plus que je suis capable de me rendre loin à la prochaine seconde.
Pour la situation d'en bas, ça peut paraître aberrant de dire que Vx augmente, alors que je vois mon module diminuer. J'avais une vitesse de moins 3, maintenant j'ai une vitesse de moins 2, ou en termes de module, je devrais dire 3, 2, 1, donc je suis en train d'arrêter, mon module diminue. Mais la vitesse selon x augmente, parce que si on prend avec signe, bien ici, le signe, c'est moins 3. Je suis rendu à moins 2, je suis rendu à moins 1, je suis rendu à 0. Mathématiquement, on est en train d'augmenter. Le chiffre négatif est de moins en moins négatif. Donc, la vitesse selon x augmente. Situation d'en haut, le module augmente. Situation d'en bas, le module diminue. On a deux autres situations lorsque l'accélération est vers l'arrière. Bien, évidemment, si le mouvement est vers l'avant, bien, il faut posséder une certaine vitesse, comme ici. Et là, ça veut, étant donné que l'accélération est vers l'arrière, je vais freiner, ma vitesse va diminuer. En termes de module, elle va diminuer. À l'inverse, si j'ai un objet qui était soit immobile ou même qui pourrait posséder une certaine vitesse, qu'il est soumis à cette accélération-là, bien, le vecteur vitesse va augmenter. En termes de module, 1, 2, 3. Donc, encore une fois, je peux avoir soit le module qui augmente, soit le module qui diminue. Mais dans ces deux situations-là, je vais dire que la vitesse selon x diminue. C'est clair dans la situation d'en haut. Je suis passé de 3 à 2 à 1. Donc, je vois vraiment que la vitesse selon x diminue. Mais en bas, il faut se rappeler que le temps débute toujours du côté du point gris. Mon vecteur, mon module augmente. Mais en termes de valeur avec signe, ici, j'étais à moins 1, moins 2, moins 3. Donc, je suis de plus en plus négatif mathématiquement. C'est une valeur qui est en train de diminuer. Assurez-vous de saisir ces concepts-là. Séguin l'illustrait aussi dans son aperçu d'une autre façon. Je vous rappelle, sous forme graphique, on peut avoir un graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, je peux avoir ma vitesse initiale et finale qui est montrée dessus. Et le concept d'accélération moyenne, c'est entre deux temps, c'est tout simplement de passer une droite et dire que la pente de cette droite-là va donner l'accélération moyenne. Donc, c'est l'équivalent ici de faire un y2 moins y1, mes valeurs qui sont sur l'axe des y, moins un x2 moins x1, c'est du temps qui est sur l'axe des x, c'est l'équivalent de calculer une pente. Au chapitre précédent, on avait eu la vitesse instantanée. Bien, on va aussi parler de l'accélération instantanée, la définition officielle mathématique qui m'aidera pratiquement jamais à faire des problèmes de physique. Et la définition un peu similaire au chapitre 1, de dire si je veux connaître l'accélération instantanée, bien, sur le graphique que j'ai ici de vitesse, je peux faire un calcul de pente sur une tangente à la pente, fait que c'est montré ici, là. Donc, on avait fait ça dans le chapitre 1, mais c'était un graphique de position en fonction du temps. Mais là, si j'ai un graphique de vitesse en fonction du temps, je peux appliquer le même principe à un point donné. Si je trace une tangente puis je calcule la pente de cette tangente-là, je suis en train de calculer l'accélération instantanée. Donc, vous retrouvez aussi le petit dessin qu'on a dans l'aperçu de Séguin, là, qui montre justement qu'on a trois types de graphiques en fonction du temps. Donc, position en fonction du temps, vitesse en fonction du temps, puis accélération en fonction du temps. Donc, à partir de là, on peut toujours progresser vers les autres. D'un côté, c'est qu'on calcule des dérivés, des pentes de tangente. Puis quand on repart d'accélération pour revenir à vitesse, revenir à position, on fait l'inverse, on fait des aires sur la courbe, on fait l'équivalent d'intégrale. Ici, encore une fois, c'est justement les relations qui existent entre la vitesse et l'accélération. Pour des courbes faciles d'une vitesse qui augmente selon une droite, c'est une accélération constante. C'est une accélération positive, c'est une pente positive. Donc, c'est une pente qui est constante du côté positif d'un graphique d'accélération en fonction du temps. Une pente négative, une vitesse qui diminue selon une droite, possède une pente négative, une accélération constante et négative. Et une vitesse qui est constante dans le temps, possède une pente nulle, une pente de zéro. C'est aussi une accélération de zéro, montrée sur un graphique d'accélération. Et comme je viens de le mentionner ici, on peut partir de l'inverse. Au lieu d'aller vitesse, de prendre la pente puis d'aller vers accélération, je peux partir d'accélération, calculer des aires sous la courbe et m'en aller vers vitesse. Donc, vitesse finale va être égale, évidemment, à la vitesse que j'avais au départ, plus les aires sous la courbe, avec le même principe qu'on avait vu, qu'on peut avoir des aires négatives ou des aires positives. Évidemment, je peux regrouper le V ini de ce côté-là, ça fait V final moins V initial, ça fait delta V, si je m'intéresse juste à la variation de vitesse. Donc, c'est tous des concepts qu'on avait déjà vus dans le chapitre 1, mais que là, on applique ça à l'accélération.